Bonjour à tous, je m'appelle Christophe, je suis électronicien depuis pas mal d'années maintenant, un peu plus d'une trentaine d'années, et je vais vous parler d'un appareil qui est un Meterc. Donc c'est un capteur à MK54, capteur EMF. Voilà, c'est un appareil qui fait un petit peu tout. Donc il fait les mesures électromagnétiques, il fait les mesures électriques et il fait également une mesure de température. Donc on va essayer de voir un petit peu les caractéristiques de cet appareil pour pouvoir vous en parler un petit peu plus longuement après. Alors, j'ai trouvé des informations techniques sur cet appareil. J'ai trouvé ça sur le site manomano.fr pour pas faire de la pub. Et moi, je vous donne les sources, vous pouvez aller vérifier. Donc, au niveau des caractéristiques techniques, la couleur, bon, on s'en fout un peu. La matière, plastique ABS, on s'en fout aussi. L'affichage, donc, c'est 4 chiffres sur écran LCD. Alors voilà, unité, donc ça se lit en milligauss ou en micro-Tesla. Alors bon, normalement en électronique, on travaille toujours en micro-Tesla, rarement le milligauss. Il y a bien longtemps que ça s'utilise plus. C'est une valeur qui, c'est la même chose, hein, mais on n'utilise plus le milligauss. C'est comme si on parlait par exemple d'une fréquence au lieu de l'appeler en mégahertz, qu'on appelle ça en mégacycle. Bon, pourquoi pas après. Donc la force du champ magnétique, la plage va de 0,01 jusqu'à 200 microtesla. Le champ électrique va de 0 à 2000, enfin 1999 volts par mètre, puisque le champ électrique se mesure en volts par mètre. La précision est de plus ou moins 0,5%, donc 50 microtesla à 200 microtesla. Et donc de 50 Hz à 60 Hz. Résolution de la force du champ magnétique 0,01 microtesla. Bon, je vais pas tout vous lire, hein. Moi, ce qui m'intéresse, force du champ magnétique, gamme de fréquence donc de 20 Hz à 300 Hz pour le champ magnétique. Champ électrique, force gamme de fréquence donc de 20 Hz à 3500 mégas. Donc, c'est-à-dire qu'il fait de 20 Hz à 3,5 GHz. C'est une plage de mesure qui est absolument énorme. C'est faramineux, c'est impressionnant. Donc, voilà. L'appareil mesure de la température de moins 10 à plus 50 degrés. OK. Résolution de la température 0,1 degré. Nombre d'axes, c'est un axe simple inductif par tête, ouais, bon ben ok. Alors ça c'est important. C'est important parce que vous le verrez un petit peu plus loin dans la vidéo, donc je vous explique, vous comprendrez en regardant plus loin dans la vidéo, mais je vous donne quand même l'info ici. Donc vous lisez en fait dans deux directions en fonction de la tête de la bobine. Donc c'est une bobine, on prend dans deux directions seulement. Et sur les appareils un petit peu plus sophistiqués, ils ont des têtes où on prend en 3 dimensions. Donc on peut prendre, donc en fait, c'est 3 bobines qui sont orientées de façon différente pour avoir les 3 axes. Et on prend en 3 dimensions, alors que là, on prend que dans un seul axe en fait, une seule direction. Bon, ça fait une mesure qui est moins précise finalement, j'ai envie de dire. Voilà, taux d'échantillonnage 0,5 secondes. Mode de test bimodule synchrone. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, bimodule synchrone. Aucune idée. Ça fait bien sur la notice. Donc voilà. Température de fonctionnement de l'appareil de 0 à 50 degrés. Avec une humidité relative de 0 à 80%. Alors, c'est là que... Voilà. Température de fonctionnement de 0 à 50 degrés, alors qu'il est capable de lire la mesure déjà à partir de moins 10. Donc déjà, on sait qu'en dessous de 0, il sera pas fiable. Bon, je vous rassure, en dessous de 0, il l'est pas non plus, mais en dessous de 0, il sera pas fiable déjà, puisque... Bon, voilà. Température de stockage de moins 10 à plus 50, donc faut pas le laisser dans un véhicule. L'alimentation 3 piles AAA 1,5 volts, ok.
La taille, le poids, après tout ça, on s'en fout un petit peu. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques de cet appareil. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne physiquement. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a dedans, dans cet appareil. Alors déjà, bon, on voit une grande platine, bon, mais ça, avec plein de choses dessus. Donc là, c'est juste le compartiment pour les piles, il n'y a rien d'autre. Dessous, il y a juste l'écran, donc c'est pas la peine que je le sorte de là. On voit rien de plus, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, bon, ces espèces de petits fils rouges qui passent là, eh bien, ça, c'est le capteur de température. Enfin, c'est la, oui, c'est la sonde pour la température qui est ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais la mettre un peu sur le côté pour qu'on puisse bien voir. Notamment, ce qui nous intéresse, c'est les circuits, les différents circuits intégrés, et ici, les petites sondes. Donc, au niveau des capteurs, on a ici une première self. Donc, en fait, c'est une self, c'est une bobine, tout simplement. C'est du fil qui est enroulé sur un petit mandrin, recouvert d'une gaine thermo-rétractable, hein, qui est soudée ici sur la platine. Vous avez ici cette barre de fer, c'est pas une protection, hein, c'est une sorte d'antenne en fait qui va capter le champ électromagnétique. Et vous en avez une autre qui est ici directement sur le circuit imprimé, là, la petite barre que vous voyez. Donc c'est aussi un autre capteur, c'est une antenne, tout simplement. Alors effectivement, ça peut vous surprendre, mais dans le domaine de l'électronique, on peut utiliser directement la platine pour se servir d'antenne, en fait, tout simplement. Hein, c'est métallique, hein, c'est du cuivre. Donc là, il n'a pas été recouvert de la peinture verte, mais tout simplement pour être bien laissé à l'air. Ça change rien de toute façon. Donc là, il y a une espèce de vernis vert qui est posé par-dessus. Hein, c'est pour ça que les platines, elles ont cette forme, cette couleur verte. Mais enfin bon. Dessous, c'est du cuivre, en fait. Tous les circuits, c'est du cuivre. Ça évite d'avoir du fil, tout simplement. Voilà, si on regarde dessous, on voit rien. Donc la bobine, elle a été collée. Là, on voit bien la colle. Pas de doute. C'est pour la rigidité, hein, tout simplement. Alors, il faut savoir que le champ magnétique, par rapport à une bobine, le champ magnétique, il se capte uniquement par là. Il se capte pas par là. Il se capte de ce côté et de ce côté, hein, pour ce qui est de la bobine. Pour ce qui est des champs électriques, ça pose pas de problème, ça peut arriver n'importe où. D'ailleurs, c'est pour ça que sur le capot, c'est bien marqué le sens de détection. Il y a des flèches de chaque côté. Bon, ça prend de chaque côté. Donc nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être, bon, parce que ça, c'est la partie détection qui se trouve ici, bon, très bien, mais ça va être surtout ça, parce que ça va pouvoir nous dire un petit peu comment l'appareil fonctionne, qu'est-ce qu'il fait et comment il le fait. Alors, c'est pas très compliqué, parce que dans le domaine de l'électronique, en fait, il y a des petites références sur chaque circuit, et ces petites références, nous, en cherchant sur Internet, on arrive à les identifier. Alors pas tout le temps, c'est vrai qu'ils s'amusent à les cacher la plupart du temps. Enfin, tout dépend du type de montage, mais en fait ils cachent carrément les références qui sont sur les circuits intégrés, et du coup on ne sait pas ce que c'est. Et on n'a aucun moyen de le savoir. Mais là, elles y sont toutes, les références, donc il n'y a pas de problème. Elles y sont toutes. Donc on a vu les capteurs ici, on a ici, là, sous ce petit rond, ça, c'est le petit buzzer, c'est ce qui va permettre de faire un signal sonore. Donc, on a l'écran qui est là-dessous, de l'autre côté. Donc, pour gérer l'écran, eh bien, c'est ce gros pavé, là, ce circuit intégré qui est ici. Donc, c'est lui qui va gérer l'écran. Il sert qu'à ça, il ne sert qu'à gérer l'écran, il fait pas de mesure, il fait rien.
c'est lui qui va afficher ce que les autres circuits vont lui dire d'afficher, tout simplement. Donc celui-là, à la limite, on va pas s'en occuper. Donc il y a une référence dessus si vous voulez savoir exactement, si vous voulez faire des recherches. Donc c'est le... Il faudrait que je mette mes lunettes. C'est le HT 1621B. Voilà, donc c'est un gestionnaire d'écran LCD, tout simplement. Alors, ici, première chose, donc déjà on voit que ce qui sort des capteurs, là, notamment de la self, on voit que ça vient ici sur celui-là, là. Premier petit circuit intégré. Alors celui-ci c'est très simple, c'est un LM324. Je vous cache pas que j'ai été relativement surpris de trouver ça ici. Parce qu'en fait c'est un ampli. C'est tout simplement c'est ce qu'on appelle un ampli hop, LM324. Donc sa fonction à lui va être d'amplifier le signal. Et en fait un ampli de ce type là, ben... Comment je peux vous dire ça? Il amplifie tout, finalement. Mais il amplifie vraiment beaucoup, on va dire. Et malheureusement, c'est pas la meilleure... c'est déjà pas la meilleure des solutions. Parce que lui, va... voilà, c'est pas... c'est pas l'idéal. Alors effectivement, il fallait un étage d'amplification là pour pouvoir amplifier le signal, pour pouvoir être traité derrière. Ça, on est bien d'accord. Par contre, l'utilisation du LM324, c'est pas du tout la bonne solution, parce que lui va tellement amplifier le signal que finalement, et en plus de ça, il n'y a pas de filtre ou quoi que ce soit. Donc malheureusement, il risque d'y avoir modification du signal du fait qu'il a été amplifié. Et derrière, forcément, il risque d'y avoir une mauvaise interprétation de lecture. Donc déjà, à ce niveau-là, donc là, on est dans la lecture des champs électromagnétiques, et déjà, là, c'est pas bon d'avoir mis un LM324 en plein milieu. Je comprends pas trop le délire, mais bon, voilà. Enfin, après voilà, c'est comme ça. Ici, on a un tout petit transistor, là, qui va, lui, avoir un petit peu la même fonction que celui-là. Il va servir d'amplificateur, mais il va amplifier le signal qui arrive ici. Il va amplifier et réguler le signal qui arrive ici, notamment tout ce qui va être donc le champ électrique. Ça va passer par là. Donc c'est lui qui va servir d'amplificateur. Donc en fait, on a une entrée qui passe par là. Donc la gestion, la lecture, elle se fait là-dedans. On y reviendra après. Donc le signal pour le champ magnétique va passer par ici, hop, il va là-dessus, et le reste du signal, donc champ électrique, va passer là-dedans, sur ce petit transistor qui lui va amplifier. Alors, ils ont exactement la même fonction. C'est plus du transistor basique, on va dire, qui d'ailleurs, entre nous soit dit, aujourd'hui est totalement obsolète, mais enfin peu importe, il fait quand même son boulot. Donc voilà, c'est un transistor bête et méchant qui va simplement amplifier le signal. C'est pas non plus une bonne idée d'avoir mis ce genre de transistor. C'est pas la référence du transistor, c'est LTRW. Voilà, tout simplement. Donc il amplifie, tout simplement. Il a une entrée, hop, et puis une sortie. Il amplifie, multiplie par 20 le signal à peu près, et puis voilà, en avant. C'est pas non plus un bon choix technologique. Ceci dit, ça coûte 70 centimes, et ça coûte 1,20 €, je crois, un truc comme ça. Quand on en achète un, alors imaginez, quand on en achète 10 000 par exemple, ça divise encore le prix de façon conséquente. Donc ensuite, on se rend bien compte que il n'y a pas de filtre, évidemment. Donc ça amplifie tout, je vais dire, et puis après, hop, ça envoie tout derrière, et débrouille-toi avec ça. Il n'y a pas de sélectivité, enfin voilà. Donc c'est un peu moyen. Alors, maintenant pour avancer, il va falloir que je vienne vous parler de ça, là, de ce qui reste. Donc les derniers circuits qui restent, on a ces deux-là. Eh bien, ces deux-là, c'est tout simplement eux qui vont gérer l'alimentation. Alors, celui-ci va gérer l'alimentation de celui-là, et celui-ci va gérer l'alimentation
de l'écran et du petit ampli-up, mais enfin l'ampli-up il consomme vraiment pas grand chose, donc voilà, plus ce petit transistor qui est là, là et là. Voilà, plus les trois autres qui sont ici. Bon, mais ça consomme pas grand chose, mais celui-ci donc va alimenter uniquement ça, parce que ça consomme pas beaucoup non plus, mais ça consomme déjà plus que tout le reste. Voilà, donc ça c'est des régulateurs de tension tout simplement. Donc la référence des régulateurs de tension c'est MV3581. Donc pareil, hein, vous aurez dans la description vous aurez les datasheets hein, pour pouvoir aller vérifier ce que c'est que c'est. Vous avez donc le datasheet, pour ceux qui connaissent pas, c'est caractéristiques techniques de chaque composant. Donc, et c'est caractéristiques techniques qui sont faites par les constructeurs des composants. C'est pas un truc qui sort comme ça de n'importe où. Donc voilà, maintenant la partie qui va nous intéresser le plus, c'est le circuit qui est ici. Donc ce circuit qui est ici, très honnêtement, je m'attendais un petit peu à voir ce genre de choses. Donc c'est ce qu'on appelle un microcontrôleur. Je m'y attendais un petit peu. Donc celui-là, c'est le STM8L052. Donc pareil, vous aurez les datasheets pour pouvoir regarder un petit peu ce qui fait en fait. Donc c'est un 8 bits cadencé à 16 mégas, tout simplement, avec 2 kilooctets de mémoire interne. Donc à quoi ça sert ce petit truc en fait? Eh bien, microcontrôleur en réalité, c'est un circuit intégré dans lequel on va rentrer un petit programme. Et ce petit programme, c'est lui qui va gérer tout un tas de choses différentes. Donc là, en l'occurrence, c'est lui qui va nous faire les mesures. Mais on peut lui faire tout et n'importe quoi. Un contrôleur, c'est un tout petit ordinateur, si vous voulez. On peut lui rentrer un petit programme dedans et lui dire, voilà, tu me fais ça, tu me fais ça, tu me fais ça, tu me fais ça. Le problème qui se passe, c'est que, donc là, c'est ce qu'ils ont fait. Hein, donc ils ont rentré un petit programme dont on n'a pas accès. On ne peut pas y avoir accès. Donc on ne sait pas comment ça a été codé. On ne sait pas. Voilà. Bon, mais c'est comme ça. Donc le petit programme qui est là-dedans, donc il doit avoir plusieurs entrées hein, pour gérer soit les capteurs de température. Enfin, il peut même les gérer en même temps d'ailleurs. Mais bon. Soit la détection électromagnétique, soit la détection électrique. Donc en fait, en fonction des signaux qui arrivent sur l'entrée, en fonction du niveau du signal, lui, l'espèce de petit logiciel, il va être capable de déterminer la puissance du signal, plus ou moins les fréquences du signal, et en même temps, il va gérer la température. Voilà. Donc, on ne peut pas en dire bien plus là-dessus, c'est un peu dommage, mais bon, on en trouve de partout, hein, les microcontrôleurs, on en trouve vraiment de partout, donc c'est pas une surprise de trouver ça ici. Dès qu'on commence à avoir un appareil qui est capable, et puis en plus de ça, bon, ça vaut pas très cher, hein, ça vaut 1,30 €, je crois, un truc comme ça, hein, ça coûte 1,30 € le processeur pour un seul. Alors imaginez si on en prend 10 000 ou 1 million ou plus, ça divise le prix encore par 100 voire plus. Donc ça coûte que dalle, ça consomme que dalle et ça fait plein de trucs. Donc dès qu'on a un appareil qui fait plusieurs choses en même temps, vous pouvez être tranquille, derrière il y a forcément du microcontrôleur. C'est très bien, le microcontrôleur, c'est très très bien. Voilà, après tout dépend du programme qu'on va mettre dedans. Et là, en l'occurrence, il va traiter donc 3 voire 4 informations en même temps et les restituer derrière pour pouvoir envoyer les informations à l'afficheur de façon à ce qu'il puisse afficher quelque chose d'à peu près cohérent. Le souci qui se passe, donc bon, déjà à ce niveau-là, on n'a pas de marge, on ne peut pas aller dans les paramètres. C'est-à-dire qu'un appareil de mesure au niveau électronique, quel qu'il soit, il y a un moment, il faut qu'on puisse l'étalonner. Parce que un appareil de mesure, ça se dérègle, ça, voilà, donc c'est normal.
et il faut pouvoir toujours étalonner un appareil de mesure. Donc un appareil de mesure en électronique, quoi qu'il en soit, il faut pouvoir l'étalonner. Il n'y a rien à faire, même le plus petit multimètre, il faut pouvoir l'étalonner de temps en temps. Si vous voulez faire de la mesure correcte, il n'y a pas le choix. Il faut en arriver là. C'est vraiment quelque chose de courant d'étalonner les appareils de mesure. Même une balance pour le poids, ben vous avez la possibilité de la régler. Et même dans certains cas, dans certaines mesures qui sont faites, il faut passer par des établissements indépendants qui sont agréés par l'État, de façon à ce que votre appareil soit certifié comme étant un appareil de mesure qui soit fiable. Bon, on va en étaler un petit peu loin, mais voilà. Donc ceci dit, nous ici, on n'a aucune possibilité de paramètres, de réglage de quoi que ce soit. Donc déjà l'appareil, ben, on va être obligé de prendre pour argent comptant ce qu'il nous dit, et on ne pourra absolument pas le modifier. Donc déjà à la base, c'est pas fiable. Voilà, déjà, c'est pas la peine d'aller plus loin. On sait, c'est pas fiable. Ceci dit, bon, c'est un appareil à 50 balles. On peut pas s'attendre à quelque chose de formidable. Dans la conception, moi, ce qui me pose un souci, c'est cet ampli-up ici et ce transistor. C'est-à-dire que lui, il va tellement amplifier du n'importe quoi, qu'à un moment, le microcontrôleur, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Il y a un moment, le microcontrôleur, lui, il risque de perdre les pédales parce que lui, s'il y a un signal qui est trop fort, bah, il va l'amplifier encore plus et on risque de complètement saturer et générer des signaux qui n'existent pas en réalité. Ce qu'on appelle de la distorsion. On risque de complètement saturer le signal, donc surtout que c'est vraiment un ampli-up tout simple, hein, le LM324, il n'a rien d'extraordinaire, il n'a pas de système de CAG ou quoi que ce soit. Lui, tout ce qui rentre, il ressort en étant amplifié, donc bon voilà. Donc c'est un peu dommage parce que en utilisant ce type de composant, on risque de complètement faire saturer le processeur et de lui donner des... Alors pour le coup, oui, pour le coup, effectivement, il peut y avoir des signaux fantômes parce qu'effectivement, ce qu'on appelle les signaux fantômes, c'est des signaux qui n'existent pas. Tout simplement parce qu'ils sont générés par l'ampli-up. Donc voilà, déjà là, il y a un mauvais choix de composants à ce niveau-là. Donc vous pouvez pas faire une mesure fiable avec un LM324 en tête de mesure, c'est pas possible. Voilà, donc là je parle même pas du transistor, c'est exactement la même chose. Voilà, donc déjà là on a quelque chose qui est pas fiable, et ensuite au niveau du microcontrôleur, ben on sait pas ce qu'il gère, on a accès à rien, on peut pas le paramétrer. On peut pas, voilà. Alors il vous dit que quand le niveau normal il est atteint, il se met à sonner. C'est-à-dire quand on l'utilise en détection, enfin en mesure, et que dès qu'on arrive on atteint un certain niveau, il se met à sonner. Ça veut dire que vous passez le niveau de normalité, mais niveau de normalité dû à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quelle réglementation? Par rapport à... Enfin, je veux dire, voilà, on ne peut pas le paramétrer, ça, on ne peut pas le changer. Le niveau de normalité qu'ils appellent, c'est un niveau qui est prédéfini là-dedans, c'est là-dedans et terminé. Ça, on n'y a pas accès, on ne peut pas le modifier. Alors malheureusement, ça veut dire quoi? C'est basé sur quoi? Donc finalement, votre mesure, déjà à la base, elle ne peut pas être correcte. C'est malheureux, mais... Voilà, donc c'est de la petite électronique pas chère, c'est de la petite électronique avec du composant basique, vraiment, voilà, donc non, on peut pas s'attendre à avoir quelque chose de fiable, et même encore plus, on peut carrément s'attendre à avoir des mesures, à faire des mesures qui n'existent pas, qui sont faites à cause de ces amplificateurs qui sont là, parce que il y a un moment, ils font du n'importe quoi. Donc voilà pour ce qui est de la partie électronique de ce genre de petits capteurs. Je vais essayer de le remonter vite fait. Je voulais vous montrer quelque chose. Voilà.
ce que je vais faire, je vais pas remettre les vis. Ça gagnera du temps et du coup voilà. Bon, je coupe le son pour que ce soit pas trop prise de tête. Donc, bon bah donc voilà, tout simplement. Alors, il y a un truc qui est connu, c'est que beaucoup vous font miroiter cet appareil. Et ah voilà, c'est ça que je cherche. Et en fait, caché dans la main, ils ont ça, c'est un petit aimant. Et un petit aimant, forcément, ça va faire réagir notre capteur, vous allez voir. Hop, dès qu'on place l'aimant, et ben vous voyez que hop, ça monte. Alors si je mets le bip en route, forcément, il s'excite. Je le recoupe. Donc voilà, il suffit de placer l'aimant. Puis alors l'aimant, on peut le poser n'importe où. Hein. On peut le poser là en bas, ça fait pareil. Donc c'est bien la preuve que, en fait, il va capter finalement un peu n'importe quoi. Parce que on sait que les capteurs sont ici, mais finalement, même là, il arrive à les capter. Et il arrive à détecter complètement alors plus ou moins, hein, bien entendu, hein, mais on voit que dès qu'on se rapproche des capteurs là en haut, on monte tout on monte tout au taquet. Hein. Donc c'est bien la preuve que le LM324 et puis le LTRW, ils amplifient à fond et l'autre il perd complètement les pédales. Voilà, alors imaginez si je mets, par exemple, si je cache un aimant dans ma main et puis que je mets le truc comme ça, bon ben voilà, le truc il va se mettre à couiner dans tous les sens. Ah, il se passe quelque chose. Puis alors on peut, en imaginant, je sais pas moi, que je me colle ça sur le doigt et puis que je le fais varier plus ou moins. Alors là j'ai pris un élément qui est un peu puissant, mais si on prend un truc un peu moins puissant, je sais pas si vous avez vu, mais lui, il descend plus là. Hein. Le capteur électrique là, il est au taquet. Hein. Il est content là. Il n'y a pas de doute. Hein. Je vais l'enlever complètement pour voir si ça redescend. Ça redescend, mais ça reste quand même un peu élevé. Donc là déjà, c'est pas normal au niveau de la mesure. Hein. Au niveau de la mesure, on est à 30 volts par mètre. 30 volts par mètre, c'est l'équivalent d'un signal d'un émetteur de télévision. Donc, c'est déjà là, c'est pas normal. Il n'y a pas d'émetteur à proximité, il n'y a rien qui rayonne de quoi que ce soit à côté. Il y a mon téléphone là, potentiellement, effectivement, si je mets le téléphone à côté, tout de suite, ça risque de faire la gueule. Voilà, ouais, il détecte un peu, mais c'est pas violent. Hein. Par contre, ouais, là, au niveau du champ électrique, ah, ça y est, il s'est calmé. C'est peut-être le fait justement d'avoir baladé un aimant à côté là, un aimant qui l'a fait réagir et qui l'a fait trop réagir. Et le temps que le microcontrôleur il reprenne le dessus et qu'il reset les commandes, ouais. Il n'y a rien de... Si, non, j'ai rien de métallique sous la table. Je regarde, non, mais il n'y a pas de... Il n'y a rien qui rayonne. Mais enfin, bon, voilà, il détecte quand même un petit peu. Donc, bon, il fait son boulot, finalement. Puis c'est vrai qu'avec l'amplification qu'il a en tête de lecture, il peut difficilement faire autrement. Voilà, donc, effectivement, hein, dès que je balade ça par là, ça monte très haut. Alors, avec un aimant, c'est tout à fait logique. Alors au début je m'étais dit, bon, on va faire des mesures, je vais sortir le générateur, je vais mettre le générateur en route, on va faire une montée progressive, on va regarder un petit peu ce qu'il donne, on va le comparer avec un appareil, bon, c'est même pas la peine de faire ça, très sincèrement, c'est même pas la peine de faire ça, parce que, vu comme il est fait, le truc, forcément, il y a un moment, il va faire du n'importe quoi. C'est un peu dommage. Alors ça, c'est un simple récepteur de radio DAB. C'est un récepteur de radio, hein, il n'y a pas d'émission qui se fait avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a un aimant dans le
qui est quand même pas mal blindé, là. Bon, alors oui, il détecte l'aimant, effectivement, mais sans plus. Ah, si, il y a un moment, il a détecté. Ça m'étonne pas, hein. Vous savez, un microcontrôleur, ça rayonne déjà énormément. Il y a forcément du rayonnement. À partir du moment où dans une platine électronique, où vous avez du câblage, vous avez des fils, tout ça, vous avez une circulation d'électricité qui se fait sur une platine électronique, vous avez automatiquement un rayonnement qui se fait. Déjà, à la base. Donc, déjà, rien que l'appareil en lui-même, comme il est, il se suffit tout seul, sans aucune source électromagnétique externe, il se suffit tout seul pour créer des rayonnements parasites que le microcontrôleur va analyser et traduire comme étant du rayonnement. Si je prends un truc comme ça, hein, Tokiwoki, là, là c'est obligé qu'il fasse la gueule vu ce que je lui envoie dans la figure. Là, c'est pareil, c'est obligé qu'il fasse la gueule. Mais bon. Donc là, avec cet appareil sort une puissance de 5 watts. C'est 2 fois et demi plus puissant qu'un téléphone. Et je me mets à... Il y a quoi là, 20-30 cm sur une fréquence en VHF, je passe en émission. Il détecte même pas le champ magnétique généré par l'antenne. Et en fait, pour vous montrer ce que c'est l'antenne, c'est juste un petit ressort. Il devrait le capter. Hein. Donc là, je suis à 30 cm. Je rayonne entre 2 et 3 fois la puissance d'un téléphone. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, là, il devrait détecter, il n'y a pas de doute. Quoi. Alors qu'il ne le détecte pas. Donc là, on a carrément un signal qui est extrêmement violent, hein, avec ce que je viens de faire. Il n'est pas capable de le détecter, alors qu'il serait capable de détecter un téléphone qui se trouve à 400 mètres. Donc déjà, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il n'y a pas de filtre sélectif à l'intérieur, on l'a déjà vu. Cet appareil est capable de mesurer de la radiofréquence de 20 Hz à 3,5 GHz. C'est énorme, énormissime. De 20 Hz à 3,5 GHz ou 3500 mégas si vous préférez, c'est la même chose, hein, on change d'échelle, c'est tout. Donc c'est absolument énorme. Donc là, dans cette plage de fréquence, vous avez tout ce que l'homme peut utiliser, et même le micro-ondes d'ailleurs. Vous avez tout ce qui est capable de rayonner sur Terre dans cette gamme de fréquences. Tout. On passe du fil électrique, simple fil électrique qui va rayonner, hein, 50 Hz, voilà. Tous les systèmes de radio, tous les systèmes de téléphonie, que ce soit de la radiotéléphonie ou de la téléphonie mobile. Vous avez la radiodiffusion FM, vous avez 3,5 gigas, on monte jusqu'au-delà des satellites, donc pas de problème. Pas de problème, et on met un LM324 en entrée qui amplifie encore plus tout ça, qui va encore plus foutre la zone. Bon, c'est pas terrible, hein. Franchement, c'est pas terrible, il fallait s'y attendre. Alors, en termes de mesure, bon, ça n'a plus trop d'importance maintenant que je vous dise ça. Clairement, moi je l'ai testé avec un vrai appareil. Il est complètement dans les choux. Il sait même pas ce qu'il mesure, il est même pas... Enfin voilà, il est complètement dans les choux. Même la température, il n'arrive pas à la mesurer correctement. On a 4 degrés, 4 à 5 degrés de plus que ce qui est réellement. Et je suis à peu près persuadé que si j'avais un autre appareil identique, même référence, identique absolument à celui-là, on n'aurait pas les mêmes valeurs, on n'aurait pas les mêmes écarts, on n'aurait pas les mêmes
les mêmes choses finalement. Tout simplement, ça c'est dû au fait qu'on a un microcontrôleur qui sature complètement à cause du LM324 en entrée et qui comprend pas ce qu'il mesure, tout simplement. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien, donc du coup, bah, l'autre, hop, tout ce qu'il prend, il l'interprète à sa façon, et il est content, et tout va bien. Et en fait, on fait pas de la mesure. Là, c'est malheureux, c'est dommage, mais on fait pas de la mesure comme ça, et voilà, ça peut pas aller, ça peut pas être fiable. Donc voilà, encore une fois, toutes les mesures que j'avais prévu de faire avec un ou des générateurs à côté, c'est même pas la peine qu'on aille s'embêter avec ça. De toute façon, on sait que ça donnera rien de bon. Bien, alors je vais vous montrer quelque chose. Je viens de faire quelques petites mesures donc sur le bestiau. Donc, regardez bien l'écran. Celui-là. Je viens de découvrir. Alors, c'est compliqué parce que... On va essayer de faire comme ça. Voilà. Bon, alors, je viens de découvrir, je vais mettre les lunettes, un phénomène classique qui est courant dans le domaine de l'électronique, c'est celui-là. Est-ce que ça se voit à l'écran? Je suis même pas sûr que ça se voit. Donc, j'ai un signal parasite qui se voit par les petits traits là en haut. Donc c'est un signal parasite qui est généré par les régulateurs de tension qui sont ici. Eh bien figurez-vous que ce signal parasite, on le retrouve ici, sur le point d'alimentation du LM324. Donc c'est les petits traits qui sont là en bas, hein. Pas la grande ligne, hein, mais les petits traits qui descendent, si ça se voit à la caméra, j'espère que oui. Donc, ça veut dire que les régulateurs de tension, qui sont pas des trucs très performants, ça va avec le reste, de toute façon, c'est du pas cher. Les régulateurs de tension envoient un signal parasité au LM324 qui amplifie ce signal parasité, et du coup, l'autre, il va détecter les parasites et les interpréter comme étant un signal d'entrée. Il n'y a pas de doute, puisqu'il arrive à me sortir un signal à moins 70 dB, donc ce qui est quand même énorme. Et donc du coup c'est l'appareil qui se génère automatiquement les perturbations par le biais. Alors ça vous parlera peut-être pas hein, comme ça. Hein. Je le conçois tout à fait, mais vous pouvez me croire quand je vous dis que l'appareil se génère automatiquement les perturbations lui-même. Donc il y a des moments, il va détecter des choses, c'est des signaux parasites qui sont directement générés par l'alimentation de l'appareil, donc les deux petits régulateurs de tension qui envoient ça. Alors c'est bizarre, le signal il change par moment, il est jamais très stable, jamais très... Mais ouais, donc ça va être en fonction de comment il chauffe. Et du coup, ben... Il va générer des signaux qui vont être détectés directement sur le truc. Voilà, bon, je voulais vous montrer ça, ça vous parlera peut-être pas bien, mais ça montre de toute façon pleinement la qualité de l'appareil en question. Donc la conclusion, eh bien en fait on se rend compte que cet appareil il n'est pas fiable hein, du tout. Hein. Donc pour la mesure électronique à proprement parler, on peut pas lui faire confiance. Il s'auto-perturbe, donc on ne sait pas ce qu'on mesure au final, on ne sait pas comment ça le mesure. Donc déjà, rien que pour de la véritable mesure de champ électromagnétique ou de champ électrique, ben finalement, il est déjà, effectivement, il est dans les choux hein, par rapport à un appareil correct. Il est absolument pas bon. Et puis en plus de ça, comme on vient de le voir, il s'auto-perturbe, donc automatiquement, ça en fait un appareil qu'on peut pas se fier. On peut pas faire de la mesure correcte avec ça. Donc bon, ça donne une idée, mais une idée faussée. C'est dommage, c'est pas gros, mais bon, c'est pas étonnant, hein, parce que pour faire de la mesure électromagnétique, d'une manière générale, les appareils sont quand même un peu plus pointus. Quand on fait de la mesure d'un champ magnétique, il faut pouvoir disposer de filtres et de sondes
qui vont être déjà extrêmement fiables. Et là, bon, avec ce qu'on vient de voir, automatiquement, on n'a pas ce qu'il faut. Voilà, donc, non, franchement, c'est pas un appareil que je conseille du tout. Et je recommande vraiment pas ça. Alors bon, ça fait gadget, hein, ça fait joli, hein, c'est pas mal. Hein. Il y a un bel écran, un écran très large et tout, rétroéclairage. Ouais, c'est joli, mais c'est tout. C'est tout ce que ça fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez à peu près compris ce que j'ai essayé de vous expliquer, et puis le message que j'essaie de vous faire passer. Et puis, chercher un autre appareil, ça sera plus sûr pour faire la mesure.